Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le père du PDG se déguise en maçon pour tester ses employés et les licencie sur le champ. Dans la vaste métropole de Chicago, où les gratte-ciel percent le ciel et où chaque chantier façonne un peu plus le paysage urbain, Leroy Industries occupait une place de choix. Cette entreprise familiale, fondée dans les années 1960 par Georges Leroy, avait su traverser les décennies avec rigueur et ténacité. Georges, un homme à l'allure sévère mais au cœur droit, avait bâti cette entreprise à partir de rien. Son sens du travail bien fait, son intégrité sans faille et son exigence envers ses employés avaient forgé la réputation de la société. À 70 ans, Georges était désormais retiré de la vie active. Il habitait une petite ferme à 1 heure de route de Chicago, entouré de champs et d'un calme champêtre qui contrastait avec le tumulte de la ville. Pourtant, malgré cette retraite paisible, il ne perdait jamais de vue l'entreprise qu'il avait créée. Chaque semaine, il recevait des rapports, des bilans, et suivait de près les décisions prises par son fils David Leroy, qui, à 45 ans, dirigeait désormais Leroy Industries. David était un homme charismatique, à la fois fin stratège et visionnaire. Sous sa direction, l'entreprise avait connu une expansion rapide, modernisant ses méthodes et diversifiant ses projets. Beaucoup louaient son dynamisme, son sens aigu des affaires, et sa capacité à gérer les équipes. Mais pour Georges, cette évolution s'accompagnait d'un prix trop élevé, la perte des valeurs fondamentales. Dans les soirées fraîches où la lumière tamisée de sa maison réchauffait l'atmosphère, Georges ne cessait de répéter à ses amis et à son épouse combien le respect des règles, la discipline, et surtout l'honnêteté semblaient s'être effacés. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus ce que veut dire le vrai travail, disait-il souvent, la voix teintée de déception. Il était convaincu que, sans une surveillance constante, beaucoup d'employés profitaient de la moindre faiblesse managériale pour adopter des comportements négligents, voire irrespectueux. Cela le rongeait de l'intérieur, une blessure invisible qu'il portait chaque jour. Un soir d'hiver particulièrement froid, alors que la neige commençait à recouvrir les routes, Georges tenait entre ses mains une tasse de café fumant. Il discutait avec David via un appel vidéo, le visage éclairé par l'écran bleuâtre. « Fils, j'ai réfléchi toute la journée », commença Georges, le ton grave. « Ce n'est pas en lisant des rapports que je comprendrai ce qui se passe vraiment sur les chantiers. Je dois voir par moi-même. » David fronça les sourcils, inquiet. « Papa, ce n'est pas une bonne idée. Tu n'es plus aussi robuste qu'avant. Et puis, si tu vas sur le chantier comme toi, tout le monde saura qui tu es, ce sera un coup d'éclat, peut-être même mal perçu. » Georges secoua la tête, déterminé. « Non, pas comme moi. Je vais me déguiser en maçon. Porteur des vêtements de travail, un casque, et passer incognito. Je veux observer sans que l'on me dise quoi faire, sans que l'on me filtre ce qu'on veut me montrer. Je veux comprendre la réalité, la vraie. » David soupira, conscient que rien ne pouvait arrêter son père une fois qu'il avait une idée en tête. « Très bien, » finit-il par dire. « Mais promets-moi de faire attention. »« Je te le promets, » répondit Georges, le regard fier et la voix ferme. Le lendemain matin, bien avant que le soleil ne commence à percer l'horizon grisâtre de Chicago, Georges se leva avec une détermination palpable. Dans sa chambre, il sortit une vieille salopette bleue, râpée par le temps mais encore solide, vestige d'années passées sur les chantiers. Il l'enfila lentement, chaque geste semblant le ramener des décennies en arrière, lorsqu'il arpentait lui-même les sites, supervisant les fondations et les structures. Sur une petite table, il prit un casque de chantier jaune vif, un peu éraflé, qu'il avait soigneusement nettoyé la veille. Il rassembla ensuite une truelle, un marteau, un mètre-ruban et quelques autres outils, tous un peu poussiéreux, témoins d'une époque où l'artisanat régnait sans partage. Enfin, dans un dernier détail minutieux, il appliqua une barbe factice qu'il avait fabriquée avec du coton et de la teinture, dissimulant ses traits familiers. Une fois prêt, il se regarda dans le miroir. L'homme qu'il voyait n'était plus le patriarche respecté, mais un ouvrier parmi tant d'autres, prêt à replonger dans le tumulte des chantiers modernes. Il quitta sa maison tranquille, s'engageant sur la route qui menait à la banlieue sud de Chicago. Là-bas, l'immense chantier s'étendait sur plusieurs hectares, un balai incessant de machines, de poussière et d'efforts humains. À son arrivée,
le brouhaha des marteaux-piqueurs, des moteurs, et des voix animées lui donna un sentiment étrange, presque nostalgique. Des ouvriers de tous âges, certains à peine sortis de l'adolescence, d'autres marqués par les années, s'activaient dans tous les sens, bâtissant ce qui deviendrait bientôt un complexe d'appartements de luxe, symbole du développement urbain. Georges avança lentement, son pas mesuré, observant tout autour. Il remarqua immédiatement les gestes approximatifs de certains, les outils mal rangés, les déchets oubliés au sol. Son œil d'expert ne laissait rien passer. Alors que Georges continuait son inspection silencieuse du chantier, il s'arrêta près de la machine à café, un coin de repos où les ouvriers se retrouvaient régulièrement. Là, un homme corpulent dans la quarantaine, portant un casque rayé de peinture et un gilet orange usé, discutait avec animation. C'était Tommy, un ouvrier ancien, bien connu sur le site pour son influence sur les plus jeunes. « Écoutez, les gars, fit-il en baissant la voix pour ne pas se faire entendre des superviseurs, je vous dis que pour gagner du temps, faut pas toujours suivre à la lettre ces foutues règles de sécurité. Franchement, qui a le temps d'attendre que tout soit nickel? Le chantier doit avancer, sinon on se fait taper sur les doigts. » Il montra du doigt une procédure complexe d'installation de support, expliquant comment il était possible de sauter certaines étapes pour aller plus vite, quitte à prendre quelques risques. Plusieurs ouvriers acquiesçaient, visiblement tentés par ce raccourci. Georges, dissimulé derrière une poutre, nota cette scène avec un mélange d'inquiétude et de tristesse. Il connaissait trop bien les conséquences de telles attitudes, un accident, un effondrement, des vies brisées pour un gain de temps éphémère. Un peu plus loin, il observa que plusieurs hommes profitaient de pauses cigares fréquentes et prolongées. Certains s'éclipsaient dans des zones peu visibles, disparaissant parfois une bonne vingtaine de minutes. Le contremaître, pourtant présent, semblait fermer les yeux sur ces absences répétées. Le silence complice régnait. La scène lui rappelait les mots de son père, qui lui avait souvent répété que la discipline et le respect des règles étaient la colonne vertébrale de toute entreprise sérieuse. Puis, au détour d'un couloir étroit entre deux conteneurs remplis de matériaux, Georges aperçut un jeune homme, Mike, une trentaine d'années, au visage ferme et aux yeux vifs. Mike avait l'air concentré mais agité, jetant des regards autour de lui. Georges le suivit discrètement, gardant une distance suffisante pour ne pas se faire remarquer. Il vit Mike glisser un petit sac à dos sous une planche mal fixée. Quelques minutes plus tard, alors que les autres ouvriers étaient occupés ailleurs, Mike sortit plusieurs outils coûteux, des marques réputées de marteaux, scie et niveau laser. Ces outils ne lui appartenaient pas, ils étaient la propriété de Leroy Industries. Mike les rangeait avec soin dans son sac, comme s'il voulait les emporter chez lui. Georges sentit une colère froide monter en lui. Ce vol, aussi petit soit-il, était une trahison des valeurs qu'il avait bâties. Il était clair que le manque de contrôle et de discipline laissait la porte ouverte à ces comportements. Georges resta quelques instants à observer Mike, puis se détourna en silence, avec la ferme résolution de rapporter ses faits à son fils. Cette visite révélait un problème plus profond que prévu, ce n'était pas seulement la mauvaise volonté de quelques-uns, mais un relâchement généralisé qui mettait en péril la réputation et la sécurité de l'entreprise. Un peu plus tard dans la matinée, alors que Georges poursuivait sa tournée sur le chantier, il repéra une planche mal fixée, posée en travers d'un passage fréquenté. L'idée germa aussitôt dans son esprit, il allait simuler un incident pour tester la réactivité et l'attitude des responsables. Il s'approcha lentement de la planche, prit un appui sur une pierre proche, puis trébucha volontairement, exhalant un petit cri de surprise. « Aïe !» s'exclama-t-il, juste assez fort pour attirer l'attention sans paraître exagéré. Quelques secondes plus tard, un homme robuste, le visage marqué par la fatigue et la concentration, accourut en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu fous là ? Tu fais attention, bon sang, lança cet homme d'une voix sèche. C'était Jason, le responsable de chantier, connu pour son tempérament brusque et son impatience. Georges, toujours au sol, tenta de calmer le jeu. « Je suis tombé à cause de cette planche qui n'est pas bien fixée. C'est dangereux, il faudrait la sécuriser rapidement. » Jason haussa les épaules avec irritation, regardant la planche sans grande conviction. « Tu perds ton temps. On a assez de trucs à gérer sans que je doive m'occuper de ça. Debout, bouge-toi. » L'attitude ferme, presque méprisante de Jason,
déclencha chez Georges un mélange d'indignation et de tristesse. Comment pouvait-on tolérer une telle négligence dans un endroit où la sécurité devrait être la priorité absolue? Sans révéler sa véritable identité, Georges se releva lentement, mesurant chaque mot. Vous êtes responsable de ce chantier, mais la sécurité doit être la priorité, pas un détail secondaire. Sinon, quelqu'un finira par se blesser gravement. Jason croisa les bras, visiblement agacé, mais ne répondit rien, préférant retourner à ses tâches. Peu après, la pause déjeuner sonna. Georges, maintenant un ouvrier parmi d'autres, s'installa à une table en bois à l'écart, entouré de groupes d'ouvriers. Il écouta attentivement les conversations. Le salaire n'est même pas à la hauteur du boulot qu'on fait, murmura un homme d'une 50aine d'années. Et avec la pression qu'on subit, c'est usant. Le contremaître nous pousse à finir plus vite, mais sans plus de moyens, c'est impossible, ajouta une voix plus jeune. Parfois, je préfère prendre un raccourci, même si c'est pas sécurisé. Une femme ouvrière hocha la tête, fatiguée. On nous traite comme des machines, pas comme des humains. C'est difficile de rester motivé. Georges comprit alors que la dégradation du climat sur le chantier n'était pas uniquement due à l'irresponsabilité individuelle, mais aussi à un management qui exerçait une pression constante sans offrir de soutien réel. Plus tard dans la soirée, de retour dans le calme de sa maison à la campagne, Georges appela David. « Fils, c'est pire que ce que j'imaginais, » dit-il d'une voix grave. Le chantier est en danger. La discipline est inexistante, la sécurité bafouée, certains volent carrément le matériel. Tu dois agir vite. David, bien que préoccupé, répondit avec détermination. Merci, papa. Je te fais confiance. On va régler ça rapidement, pour protéger l'entreprise et les gens qui y travaillent. Le lendemain matin, sous un ciel gris encore chargé de bruine, David Leroy arriva sur le chantier avec une détermination visible. Il avait passé une nuit blanche à réfléchir aux paroles de son père, conscient que la situation exigeait une réaction forte et rapide. Il fit rassembler tous les employés présents, un peu plus d'une 50aine, dans une grande salle de réunion temporaire montée sur le chantier, entre les machines et les containers. Le murmure monta peu à peu, l'inquiétude palpable dans l'air. Plusieurs ouvriers échangeaient des regards furtifs, conscients que quelque chose d'important allait se jouer. David s'avança, le visage grave, et prit la parole d'une voix claire et posée, qui captiva immédiatement l'attention. « Je veux commencer par vous révéler une chose que vous ne savez pas encore, » dit-il en balayant la salle du regard. « Hier, un homme parmi vous a joué un rôle bien particulier. Cet homme, que vous avez peut-être pris pour un simple maçon, ce n'est autre que mon père, Georges Leroy, le fondateur de cette entreprise. » Un silence stupéfait tomba sur la foule. Des murmures, des chuchotements, des regards incrédules s'échangèrent. Certains ouvriers se tournèrent vers leurs voisins, cherchant confirmation. David poursuivit. « Mon père est venu incognito pour voir ce qui se passe réellement sur nos chantiers, et ce qu'il a découvert est alarmant. La discipline, la rigueur et la sécurité, qui ont toujours été les piliers de Leroy Industries, sont aujourd'hui bafoués. Il y a eu des vols, des négligences, et un manque total de respect envers nos règles. » L'atmosphère devint lourde, chacun sentant que cette révélation n'était pas anodine. « Nous ne tolérerons aucun manquement, aucune entorse à la sécurité, aucun vol, et aucune forme de négligence, » déclara David en serrant les poings pour appuyer ses mots. « En conséquence, plusieurs d'entre vous vont devoir quitter l'entreprise. C'est une décision difficile, mais nécessaire pour garantir la pérennité et l'honneur de Leroy Industries. » Il fit un signe à un assistant qui distribua alors une liste. David lut alors les noms des employés concernés, parmi lesquels figuraient Tommy, Mike et Jason. Tommy, pour avoir encouragé la violation des procédures de sécurité. Mike, pour vol avéré d'outils appartenant à l'entreprise. Et Jason, pour son manque de sérieux dans la supervision et son attitude irrespectueuse qui ont mis en péril l'ensemble du chantier. Un mélange de colère, de choc et de résignation traversa la salle. Certains détournèrent la tête, d'autres murmurèrent des protestations étouffées. Mais David continua, fermement. Ce n'est pas uniquement une sanction. Nous mettons aussi en place un plan de formation et d'accompagnement pour le reste des équipes.
Nous voulons redonner à chacun la fierté du travail bien fait, le sens des responsabilités, et surtout, le respect des règles qui nous protègent tous. Il termina avec une voix empreinte d'espoir. Le roi Industrie doit être un exemple. Ensemble, nous allons reconstruire cette fierté et avancer dans la même direction. À la fin de la réunion, plusieurs ouvriers vinrent s'approcher de David, exprimant leur volonté de changer et leur reconnaissance pour cette nouvelle chance. Ce jour-là, une nouvelle page s'écrivait pour l'entreprise, entre exigence et renaissance. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la réunion décisive où David avait pris des mesures drastiques pour redresser la situation. Sur le chantier, la transformation était devenue palpable à chaque regard. Les machines, autrefois bruyantes et désordonnées, semblaient désormais orchestrées par une équipe soudée et motivée. Les ouvriers arrivaient à l'heure, en tenue impeccable, avec un sérieux qui témoignait d'une nouvelle fierté retrouvée. Les déchets avaient disparu des allées, les outils étaient soigneusement rangés, et les consignes de sécurité respectées scrupuleusement. La qualité du travail n'avait jamais été aussi irréprochable. Chaque mur monté, chaque poutre posée, reflétait l'attention aux détails et le savoir-faire. Les contremaîtres, eux aussi, avaient changé d'attitude, plus à l'écoute, plus pédagogues, ils guidaient leurs équipes avec respect et fermeté équilibrée. Même les plus sceptiques, ceux qui avaient résisté au début, avaient fini par adhérer au nouveau cap. L'atmosphère était désormais empreinte d'un esprit d'équipe et d'un engagement commun. Les retards appartenaient au passé, les délais étaient non seulement respectés, mais parfois anticipés. Dans sa maison à la campagne, Georges Leroy suivait ses progrès avec une fierté grandissante. Chaque soir, il parcourait les rapports et les photos que David lui envoyait, témoins du changement profond opéré. Un soir d'été, alors que le soleil déclinait derrière les champs dorés, Georges prit son téléphone et appela son fils. « David, dit-il d'une voix chaleureuse mais émue, tu as su allier discipline et respect. Tu as réconcilié ce que je croyais impossible à concilier, rigueur sans autoritarisme, exigence avec humanité. Je suis fier de toi. » Un silence complice s'installa quelques secondes. « Merci, papa, » répondit David avec un sourire dans la voix. « Je n'y serais jamais arrivé sans ton regard, ta sagesse. Ce chantier, c'est notre héritage à tous les deux. » Pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire illumina le visage de Georges, reflétant non seulement la réussite d'un chantier, mais aussi la réconciliation entre un père et son fils, un passé et un futur.